Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que le thème est très très large. Et on va parler de médiumnité. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions de manière très classique, généraliste. Vous pouvez me poser des questions aussi personnelles sur le passage, comment on a pu développer ça, pourquoi. Enfin, le but, c'est de parler un petit peu de tout ça, de parler de la médiumnité, de parler de vos perceptions aussi à vous, de parler peut-être, si vous avez des questions et que ça vous intéresse, de parler comment mes perceptions elles se sont développées. Mais surtout aussi, ce qui est important, c'est le pourquoi. Pourquoi on va pouvoir utiliser ces perceptions au quotidien. Donc, bienvenue à cette conférence. Je suis Aram, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a certaines personnes que je pense ne pas connaître, et je vous souhaite la bienvenue. Y a-t-il des personnes qui viennent pour la toute première fois dans la salle? Toute première fois? Non? Si, quand même, quelques personnes. Non? D'accord. Avec moi, d'accord. D'accord. Bienvenue donc aux nouveaux, aux nouvelles. En parlant de ça, il y a quelques hommes aujourd'hui, ça va. On n'est pas complètement déséquilibré, un petit peu. Et en fait, dans notre salle, donc Spirit, dit Spirit, c'est-à-dire que le but de notre salle, c'est de prouver la survivance de l'âme. Alors le mot prouver est toujours, le verbe prouver est toujours un peu délicat, parce que comment prouve-t-on cette survivance de l'âme? Souvent par le biais de médiums. Donc celui qui va faire le relais entre le monde de l'astral et le monde de la matière, avec le monde des vivants, entre guillemets vivants, et les entités. Donc celui qui est l'intermédiaire, qu'on nomme médium, donc comme le nom l'indique, milieu un peu entre les deux. Et ce médium a pour rôle, objectif, ou en tout cas passion, certains métiers, de passer ces messages pour la personne ici présente, c'est-à-dire la personne vivante, c'est-à-dire que ça aide ou ça peut aider au fait de faire son deuil, au fait de recevoir un message, le fait de savoir que la vie continue. Donc ça peut aider dans ce sens-là. Et également, le rôle du médium, c'est aussi le fait des fois d'aider une entité qui peut être coincée ou qui n'a pas pu dire et qui est partie avec quelque chose. Et donc ça, c'est aussi très important. C'est un rôle et pas forcément un métier. Alors je vais tout de suite ouvrir cette parenthèse parce que souvent les gens arrivent et me disent « Non, mais moi je ne suis pas médium ». Je dis « Oui, mais médium, je forme des personnes à l'ouverture de leur capacité de voyance et de médium. Et ces personnes-là, souvent je les nomme en disant vous, en tant que médium, ils me disent mais moi je ne suis pas médium. Et médium ne veut pas dire avoir son cabinet, être déclaré. C'est une faculté, être médium. C'est juste ça. C'est-à-dire que je peux considérer, et je considère d'ailleurs même, que nombreux enfants sont des médiums. D'accord? C'est pas pour autant qu'ils ont leur propre cabinet, ou en tout cas pas le même cabinet pour les enfants. Excusez-moi, c'était un peu d'humour. L'idée donc d'avoir ce rôle de médium n'est pas forcément quelque chose de choisi non plus. C'est-à-dire que à l'enfance, à l'adolescence, nombreuses personnes se retrouvent à avoir ces facultés, à voir, à entendre, à ressentir des choses. Et avec ces facultés, on ne sait pas trop où aller, à quelle porte toquer, pourquoi j'ai ça, quel est le but de tout ça. Est-ce que je suis sélectionné par quelqu'un pour pouvoir avoir ce rôle, ou au contraire, je suis, parce que ça je l'entends aussi, maudit d'avoir ce rôle de transmetteur. Je vois, je ressens, je ne suis pas comme les autres. Ça a un peu changé, hein, l'évolution des techniques. Je vais en parler tout à l'heure, parce que la science est venue un petit peu au secours de certains médiums qui avaient des perceptions. Donc, les choses ont un petit peu changé. C'est-à-dire qu'avant, quelqu'un qui avait des perceptions, il n'y a pas si longtemps que ça, on le mettait au bûcher. Hein. Et oui, on cachait ça, nos perceptions. Faut pas, d'ailleurs, parenthèse très intéressante, on y croit pas, c'est pas le but aujourd'hui de parler, de faire une conférence sur la régression.
Mais quand on gratouille un petit peu, c'est-à-dire que si vous faites une régression, allez voir vos anciennes vies, eh bien, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer à travers les personnes qui me suivent, à travers les personnes que je peux former. Pour la majorité, ce sont déjà des capacités qui étaient déjà présentes avant, qui ont pu être développées. Et pour la plupart, eh bien, ça ne s'est pas forcément terminé sympathiquement, on va dire ça comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées être au bûcher. Et il s'agissait juste de dire que le voisin trafiquait un petit peu des choses, que c'était un sorcier, que c'était une sorcière, et hop, putsch, au bûcher. Donc l'Église était très forte liée à ça, bien entendu, hein, et pouvait vraiment décider de manière très arbitraire comme ça de mettre au bûcher quelqu'un. Et puis il y avait aussi, quand on voulait se débarrasser d'un voisin qui était un petit peu trop envahissant ou que sa maison ne nous plaisait, on faisait passer d'informations comme quoi il trafiquait des choses et qu'il était sorcier, hop, brûlé. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que dans la vie aujourd'hui, après en réincarnation, quand ces capacités reviennent, ben, il y a beaucoup de personnes qui freinent en disant « Ouh, je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage. » Ben oui, tu as un blocage parce que ça a mal fini dans une vie passée. Donc il y a énormément de personnes aussi qui se retrouvent à avoir ce type de blocage, à avoir des perceptions, mais ne pas oser aller plus loin du fait, encore une fois, de l'expérience que l'âme a subie dans les vies passées. Donc ça, c'est un jour, si je refais une conférence sur les régressions et les vies passées, on pourra en parler. Toutefois, médium, encore une fois, ce n'est qu'une appellation, ce n'est qu'une faculté de dire bah, tu es médium, toi tu l'es pas. Alors je sais actuellement, c'est une grande, on est un peu mis en avant, c'est-à-dire les médiums sont un peu plus médiatisés, un peu plus mis en avant. Donc être médium, c'est quelque chose, voilà, aujourd'hui c'est presque un titre. On va pas dire être docteur, mais on met tout de suite aujourd'hui pour beaucoup de personnes sur un piédestal certains médiums. Et puis bien sûr, on va aussi considérer que beaucoup de personnes vont considérer que ces médiums sont tout simplement des charlatans, c'est-à-dire vont profiter de la faiblesse de certaines personnes et vont dire ce qu'ils ont envie d'entendre, et ils sont au mieux de bons psychologues, au pire des gens qui ont fouillé sur Internet pour avoir des informations sur la personne qui vient nous consulter. D'ailleurs, aussi petite parenthèse, pour ceux qui exercent, il y en a ici quelques-uns, je vous invite, théorie, c'est pas une règle en soi, hein, c'est pas un truc fixe, voilà. Mais je vous invite, quand une personne prend rendez-vous, de prendre que le prénom. Ça évite toute forme de suspicion, parce que si on envoie son nom, son prénom, eh bien on peut se dire ah tiens, la personne m'a googlisé et donc automatiquement a des informations sur moi, donc il y a une forme de suspicion qui peut arriver. Pour tous ceux qui ne croient pas à tout ça, vont dire bah c'est facile, tu as donné. Alors c'est sûr que si vous vous appelez Sandrine Lefebvre, bon, je pense qu'il y en a pas mal. Si vous avez des prénoms ou un nom plus spécifique, effectivement, quelqu'un qui peut rechercher peut avoir quelques informations sur vous, parce qu'on laisse beaucoup de traces sur Internet. Beaucoup, beaucoup. Et donc, il y en a qui le font. Vous le savez, je suis pas là je suis là pour défendre aussi la profession de médium, mais je suis là pour dire aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sont absolument pas médiums et qui profitent juste de leur capacité à s'adapter, à répéter ce qu'a envie d'entendre la personne, ou sont de très bons personnes qui savent analyser la personne qui est en face. Et ça, je vais en parler. Alors, c'est quoi le médium? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le relais. C'est celui qui passe des messages d'un monde à l'autre et qui fait ce rôle de relais. Alors là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais vous vous souvenez à l'époque, les opérateurs, enfin pas les jeunes, non, vous vous souvenez pas, bien sûr, même moi, hein, c'était vraiment la fin. Quand on téléphonait avant, il y avait un opérateur qui avait une petite prise comme un jack, comme ça, qui mettait dans un truc, il voulait passer le téléphone à un autre et il faisait le relais. Donc, pour avoir d'une ligne à une autre, quand on passait, la ligne n'était pas directe. Et donc, cet opérateur, c'est un peu le rôle du médium. C'est-à-dire que je suis celui qui va connecter d'un côté et qui va connecter de l'autre et passer ce message. Sauf que, en fait, ce rôle-là, le rôle d'intermédiaire,
il est avec mes propres perceptions. Comme tout médium, il va avoir ses propres perceptions. C'est-à-dire c'est une information qui n'est pas sonore, qui est à la base vibratoire. Une information qui arrive, elle est vibratoire. Elle peut être vibratoire avec une fonction visuelle, ce qu'on appelle la voyance. Elle peut être vibratoire avec une fonction auditive, la clairaudience. Elle peut être vibratoire avec une fonction de ressenti. Donc tout ça, c'est le médium qui va traduire. Il va le traduire avec ses propres codes, avec son propre vécu. Et c'est là, effectivement, où il peut y avoir des erreurs qu'on appelle des erreurs d'interprétation. Ces erreurs d'interprétation, oui, ça existe. Oui, est-ce qu'un médium peut se tromper? Je vous parle, là, je vous mets de côté tout ce qui est charlatanisme, etc. Est-ce qu'un médium, que moi je considère être un médium, c'est-à-dire que j'ai vu faire plusieurs fois, qui a pu avoir des résultats et qui est en phase avec ce qu'il est, peut se tromper? La réponse est bien entendu oui. Pourquoi oui? Parce que c'est une erreur d'interprétation, tout simplement. Il a son propre filtre, son propre code. Si ça va vous parler, si je vous dis ça, parce que on s'est tous posé ce type de questions, est-ce que la couleur rouge que vous voyez est la même couleur que votre voisin voit? Donc non. Et je vais un petit peu plus loin. Imaginons, parce que ça m'est déjà arrivé moi d'avoir certains de mes patients ou des consultants, personnes qui viennent me consulter ou qui viennent tout simplement être stagiaires, qui viennent développer leurs capacités, qui étaient non-voyants. Donc c'est un peu drôle de dire, pour un voyant, on travaille la non-voyance. Donc des personnes qui avaient une cécité, et comment de naissance, prenons les personnes qui ont une cécité vraiment de naissance, qui sont aveugles de naissance, comment voulez-vous lui expliquer, par exemple, lui décrire la couleur rouge? Comment vous faites? Quel est votre repère? La chaleur. Comment? La chaleur. La chaleur? Le rouge? Bah oui, le feu. Le feu? D'accord, alors en ressenti, elle va, mais comment vous décrivez que elle, ça va être, ok, donc elle va juste assimiler la sensation donc de feu, mais en fait, si elle voit quelque chose qui n'est pas brûlant, on ne va pas se dire que c'est rouge. Vous voyez, si vous voyez un tableau qui est rouge ou une fleur rouge, elle va mettre sa main, elle ne va pas dire, ah bah tiens, mais c'est indescriptible en réalité. On nous a formés d'une certaine manière, et notre cerveau, et depuis notre enfance, en disant, bah ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est du plastique, et on apprend au fur et à mesure. Et en fait, le médium, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va recevoir des informations vibratoires qu'il va traduire à travers ses propres codes à lui. C'est en ça où je veux vous expliquer que l'erreur peut être possible. D'un médium à l'autre, l'interprétation de la vibration qui arrive n'est pas toujours décryptée de la même manière. Eh oui, c'est pas une image, ce n'est pas un film et que tout le monde voit la même image. Il y en a qui vont être plus dans le ressenti, d'autres qui vont être plus dans la couleur, d'autres qui vont être plus dans la vision, d'autres qui vont être plus dans la clairaudience. Et même à travers la clairaudience, le ressenti, la voyance, c'est émis par une entité qui elle-même a ses propres codes. Vous voyez? Donc ces codes qui envoient des signaux à une autre personne qui décode. Donc, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, en tout cas, peut-être que l'évolution de la science fera que ça sera différent. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, on n'est pas dans une science. On n'est pas dans une science exacte. On essaye de s'en approcher, de faire des tests. Parce qu'il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits à travers des IRM, à travers des expériences dites à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va vraiment isoler une personne pour pouvoir voir si ses perceptions, on enlève toute forme de pollution autour pour voir si la personne va recevoir ce type de message. Donc la science, les expériences, il faut quand même reconnaître un peu d'argent parce qu'il faut un peu d'argent pour pouvoir faire ce type d'expérience. On fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même malgré tout à avoir des résultats qui sont troublants. Alors, quelqu'un qui n'y croit pas, encore une fois, il va dire « Ouais, mais bon, c'est fait dans telles conditions. » Je vais vous prendre un exemple très concret qui va dans le sens des personnes qui ne croient pas du tout à ça.
Il y a quelques années déjà, alors j'ai participé à une expérience justement. Il y avait toute une sélection et puis il y a une sélection qui est faite à travers certaines personnes qui se disaient avoir des capacités ou des dons. Je déteste, j'aime pas le mot don parce que le mot don c'est quelqu'un de choisi, ou on choisit quelqu'un à qui on donne. Donc les capacités, pour moi, c'est le fait que tout le monde a ça, mais certaines personnes ont un peu plus de facilité, comme une facilité ou une artistique, par exemple. Il y en a qui vont avoir la facilité de dessiner, de peindre, et d'autres qui ne vont pas avoir cette facilité. Ils sauront quand même tenir un pinceau, ils feront du barbouillage, mais ça ne sera pas terrible, quoi. Donc, et d'autres qui auront cette facilité, vous le savez, vous l'avez déjà vu à travers des enfants qui, vous leur donnez un cahier, un stylo, hop, 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 ils vous dessinent un truc. Moi, je dessine aujourd'hui, je suis encore inférieur à un gamin qui... voilà. Donc, chacun ses possibilités, chacun ses capacités. Et donc, à travers cette émission, il y a eu une sélection de personnes qui étaient des amateurs et certaines personnes qui étaient professionnelles. Il se trouve que j'ai été sélectionné et le protocole qu'on m'a donné est le protocole que peut-être vous avez déjà entendu parler, vous en connaissez au moins un, qui est le protocole des images ou des photos cachées dans des enveloppes. Vous avez tous entendu parler de ce protocole, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une enveloppe scellée une image qu'on va transmettre au médium, donc il ne peut pas la voir, et donc il doit décrire ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Précision sur cette expérience, ça doit être dénué de toute pollution. Déjà, il faut que ça puisse être une véritable photo. Alors ça, c'est un peu embêtant de nos jours parce que les photos sont du numérique alors que ça devrait être des photos à l'ancienne avec un tirage classique de l'argentique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est-à-dire que la personne qui met à l'intérieur de l'enveloppe la photo doit être complètement neutre sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire elle-même ne doit pas savoir ce qu'elle met dans l'enveloppe parce que sinon, il y a pollution, il y a interprétation. Vous voyez ? Puis celui qui personne ne doit savoir, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole très très scientifique pour que ça existe. Et puis ceux qui ont respecté ce protocole, et on arrive avec des résultats qui sont quand même assez spectaculaires. Deuxième protocole auquel moi j'ai participé et que vous connaissez peut-être, c'est le protocole de bourse. C'est-à-dire la bourse, ça monte, ça descend, plus exactement certaines valeurs de bourse française. On m'a donné ce protocole. J'ai dit, oh là là, pourquoi on m'a donné ce protocole ? Parce que je le connais bien, ce protocole. Ce protocole, il est extrêmement compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est tiré au hasard certaines entreprises. Et puis chaque jour, on tire une entreprise sans dire à la personne. On va juste donner le numéro et on va sélectionner une vingtaine d'entreprises, numérotées de 1 à 20 par exemple. Et puis chaque jour, on va lui dire, bah, tiens, numéro 5, montée, hausse, baisse ou stagnation. Voilà, en gros, le protocole il est là. Et ce protocole de bourse qui existe depuis X années, qui a déjà été réalisé, étrangement, fonctionne très bien, à condition qu'il n'y ait pas d'intérêt financier. Alors c'est ça où c'est difficile. C'est-à-dire que si on mise de l'argent, eh bien ce protocole-là ne fonctionne pas. Alors, quelle est la règle ? Moi, je pense comprendre un petit peu quelle est la règle dessus, parce que ce n'est pas avec un but financier que ce rôle de voyance ou de médium doit être fait, mais c'est très particulier parce que ce protocole nécessite le fait qu'il n'y ait aucune mise financière pour que cela fonctionne. Et quand on me l'a proposé, je dis, oh là là, alors comment je fais ? Quel est mon risque ? Alors bon, c'était clair de toute façon que je n'allais rien toucher, ni miser, etc. Mais j'avais quand même un petit peu un risque à titre entre guillemets, excusez-moi de ce terme, mais de ma réputation, c'est-à-dire que ça allait, si je me plante, ça reste sur Internet quand même, hein, parce que c'était une web chaîne, etc. Donc j'avais quand même un risque à prendre, à utiliser ce protocole. J'ai décidé de le faire. Heureusement, j'ai réussi ce protocole. Mais voilà, pour dire, et ceux qui ne croient pas à tout ça, à toutes ces ressentis, ces sensations, ces perceptions, vont dire « Ah, bah alors, c'est trop simple.
de dire que quand c'est filmé, ça ne fonctionne pas. Quand il y a une mise d'argent, ça ne fonctionne pas. Donc comment peut-on faire de manière scientifique pour prouver la voyance et la médiumnité? Je le répète, pour moi, scientifiquement, puisque ça doit être reproduit 3 fois dans les mêmes conditions, ce n'est pas possible. Alors, tant qu'on va vouloir prouver scientifiquement, je pense qu'on va un peu perdre du temps, sauf peut-être technologiquement parlant, le jour où on va nous mettre une puce à l'intérieur du cerveau, on va voir peut-être des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui à certaines choses, et on va se dire, ah tiens, les perceptions de voyant et de la voyance et des médiums ne sont pas si farfelues que ça. Aujourd'hui aussi, vous le savez, il y a, moi j'aime bien de temps en temps sur ma page, je suis encore à l'ancienne, je suis encore à Facebook moi, mais je ne suis pas encore TikTok, tout ça, mais sur ma page Facebook, je partage des fois certains témoignages qui ne sont pas forcément prévus de journalistes, d'animateurs, de personnalités qui d'un coup vont dire bah, tiens j'ai entendu la dernière femme de Johnny Hallyday qui a commencé à en parler parce que c'est des questions qu'on pose. Et alors, depuis qu'il est parti, est-ce que, je sais pas, vous avez eu des signes? Les journalistes posent ce type de questions et sont très étonnés parce qu'il y en a souvent, c'est oh bah non, pas du tout, non, je crois pas du tout à ça. Et puis vous avez pas mal de témoignages qui disent bah, c'est troublant, je n'y croyais pas. Mais il y a telle chose, tel disque qui s'est mis en route, telle photo qui est tombée, tel signe, j'ai cru ressentir sa présence, j'ai cru entendre sa voix, etc., etc., etc. Et c'est des gens qui n'ont aucun intérêt à raconter ce type de choses, parce qu'on va même les cataloguer et les mettre dans une position, on va dire, bah, vous êtes des farfelus, attendez, c'est pas facile d'avoir ce type de point de vue. Vous êtes d'accord pour tous ceux qui croient à tout ça autour de vous? Dire que vous croyez à la vie après la mort et qu'en plus qu'ils aient la possibilité de communiquer, eh ben, on ne peut pas le dire ça à tout le monde. Hein. Donc, eux-mêmes, ces personnalités, prennent un risque vis-à-vis de ça. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'au fil des décennies ou des siècles, la distance entre l'au-delà et l'ici-bas s'est bien amenuisée? Parce qu'autrefois, au moment des spirites, on faisait tourner des tables. Victor Hugo, lui, c'était avec des coups, un coup pour A, 26 coups pour Z. Enfin, c'était très compliqué. Aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus simple de capter. Oui, parce que le monde s'est ouvert, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient à tout ça. Et alors, je vais vous dire quelque chose qui est très étrange, auquel, moi, ça m'a étonné à un moment donné. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là-haut, il y a comme une mise à jour. C'est-à-dire que ce n'est pas... On pense l'astral comme quelque chose presque de figé, alors que c'est toujours, bonjour, bienvenue, en mouvement. Et ils se mettent à jour. Alors, c'est normal qu'ils se mettent à jour, puisque les gens viennent sur Terre et prennent de la connaissance et repartent dans l'astral aussi. Donc, dans la transcommunication, ça a bougé. Par exemple, avant, quand on est passé de l'analogique au numérique, vous savez, cette période, même en télévision ou en radio, ceux qui faisaient la transcommunication instrumentale, la TCI, eh bien, n'avaient plus rien en numérique. C'est-à-dire que c'était filtré de toute pollution, le numérique. Et donc, on n'arrivait plus à communiquer avec le monde de l'astral. Et puis, quelques temps après, on a réussi à communiquer. Parce qu'eux-mêmes, là-haut, ils se sont mis à jour. Et la communication a pu se faire. Donc oui, d'une certaine manière, je ne sais pas s'il y a une distance, je ne peux pas utiliser tellement le terme de distance, mais qu'il y ait cette communication, peut-être parce qu'on en parle un petit peu plus, et puis les gens se sentent un peu plus libres de parler de ça. Je l'ai dit tout à l'heure, avec le côté un peu sorcier-sorcière. Victor Hugo, Kardec, faut voir ce qui leur est arrivé quand même. Hein. Regardez un petit peu la période, comment l'Église était forte et disait non. Tout ça n'existe pas. Si vous le faites, alors c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire ça n'existe pas, mais si vous le faites, vous êtes mené par le diable. C'était ça, hein. C'est pas encore... c'est encore un petit peu d'actualité.
dans certains diocèses où je vois passer ce type d'information, c'est-à-dire le médium et celui qui utilise des techniques auxquelles il ne devrait pas toucher. Oui, mais je le répète, il y a sur cette terre des milliers, millions, j'en sais rien, centaines de milliers, j'en sais rien, d'enfants qui n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, ce n'est pas une décision qu'ils ont prise. Ils arrivent avec ce type de perception. Et quand un enfant de 4 ans, 5 ans arrive et va voir sa mère en disant « Tu sais, grand-mère qui est partie l'année dernière, elle m'a dit que la bague rouge qu'elle t'a donnée, tu l'as oubliée dans la voiture. » La mère, elle dit « ouais, okay, qu'est-ce qu'il invente, etc. Tiens, c'est vrai que ma mère m'a donné une bague rouge, cet enfant ne le sait pas, je vais voir dans la voiture. Ah mince, elle était tombée dans la voiture. Une fois, 2 fois, 3 fois. Parce qu'une fois, on se dit, oh, délire, elle a vu une bague tomber, ou elle a fait un rêve. Ben moi, j'ai des parents qui arrivent, toc, 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 bonjour, ben moi, mon enfant, mon fils, ma fille, ben je ne sais pas quoi faire, moi. Ben oui, on ne sait pas quoi faire, puisque ces perceptions-là sont là. Ça peut très bien disparaître, hein, parce que pour beaucoup d'enfants, ça disparaît à partir d'un certain âge qui est variable. On dit que jusqu'à 7 ans, il y a une relation un peu particulière avec le monde de l'astral, avec nos vies passées également. Mais pour d'autres, ben ça continue. Ça continue bien au-delà des 7 ans. Et forcé de constater avec des parents qui arrivent en disant « Moi, je ne croyais pas du tout à tout ça. Mais bon, il faut que je croie mon enfant quand même. » Donc, et cet enfant lui a prouvé. Donc les petites choses sont en train de bouger comme ça, la vision on en parle un peu plus, on est moins loufoque, on a moins le côté Madame Irma. Non mais c'est vrai, il n'y a pas si longtemps on était encore avec l'image de Madame Irma, du voyant, de la voyante, et ça faisait sourire tout le monde. Pourquoi pas ? Là, il se trouve qu'il y a des témoignages, il y a des journalistes, et il y a des gens qui n'ont pas l'air si farfelus que ça. Je ne suis pas si farfelu, peut-être que certains le voient farfelu un petit peu peut-être. J'espère, il faut toujours, le médium et le voyant doit toujours un peu déborder. Il ne doit pas rester dans son cadre. Il a toujours à déborder un petit peu. Donc ça c'est vrai. Mais on n'est pas, c'est pas complètement loufoque. Alors bien sûr, dans les médias ou quand ils vont aller chercher, des fois ils vont chercher la voyante, je ne sais pas d'où ils ont été chercher cette voyante qui est complètement loufoque, ou qui arrive avec des crânes et des squelettes et des machins, un truc comme ça. Bon, ok, cette image-là existe encore. Mais à côté de ça, j'espère y avoir un peu contribué. Moi, ceux qui connaissent mon espace de travail, ils arrivent, j'ai un bureau, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas une boule de cristal, il n'y a pas une nappe en velours de machin, etc. Donc, j'ai pu contribuer, d'autres aussi l'ont fait, au fait d'amener peut-être une autre image, le côté un peu plus épuré, un peu plus... voilà, on est un peu moins farfelu que l'image qu'on pouvait se faire. Mais l'image servait, hein. Il y en a qui se servent de l'image parce qu'on sait qu'on va aller voir le voyant. Et le voyant a telle image, il doit mettre ses cartes comme ça devant vous, il doit amener une petite ambiance un peu tamisée, allumer sa petite bougie. Bon, on rentre dans l'ambiance. Il y en a qui utilisent ça. Bon, chacun sa manière de faire. Maintenant, ces capacités de médium, donc, alors, parce que j'ai parlé des deux là, présentation juste de la voyance et de la médiumnité. La voyance, alors c'est quoi la voyance ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la voyance ? Comment on peut définir la voyance ? Avoir des flashs. Avoir des flashs, ouais, sur l'avenir. Comment ? Des supports, la voyance, on peut, mais les supports, on peut en parler. Les supports, vous avez les cartes, la boule de cristal, le hiking, les taches d'encre, les taches de sang, même dans certains pays, il y a plein. Ça, c'est des supports. Le marc de café, il y en a plein que vous connaissez. Mais avant tout, la voyance, c'est passé, parce qu'il y a aussi l'idée du passé. Présent, qui est très important, le présent, et hypothétique futur. Ah, ça veut dire quoi, ça, hypothétique futur ? Ça veut dire que le futur n'est pas complètement marqué. Alors, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'aller voir un voyant si le futur n'est absolument pas marqué ?
Parce qu'il y a des grandes lignes, quand même, qui sont notées. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a des grandes tendances. Ce que vous avez fait dans votre passé et le présent détermine votre hypothétique futur. Alors pourquoi on va voir le... Si tout était déjà complètement marqué d'avance et qu'on ne puisse pas toucher à ce futur, bah, d'une certaine manière, c'est même pas la peine d'aller voir le voyant. Hein. Bah, on vit notre vie et puis voilà, de toute façon on n'y peut rien. On appelle ça donc la notion de libre arbitre. Je sais et j'accepte l'idée que le libre arbitre soit quelque chose de contesté. Certaines personnes vont dire non, le libre arbitre n'existe pas. J'accepte ce point de vue. Comme ces personnes-là doivent accepter mon point de vue où moi je dis si le libre arbitre existe. Quelles sont les preuves que je peux apporter liées au libre arbitre? Ce sont mes preuves à moi. Quelles sont les preuves que peut apporter quelqu'un qui ne croit pas au libre arbitre? Ce sont ses preuves à lui, mais mes preuves et ses preuves à cette personne ne tiennent pas la route en réalité. C'est-à-dire que c'est une question qui reste un petit peu indéfinie en termes de réponse. C'est-à-dire que moi je vais dire, si on a le choix, vous avez le choix d'aller à gauche, aller à droite, et mon chemin, enfin voilà, il y a une flèche, c'est marqué aller à gauche parce que c'est le chemin le plus court, et puis j'ai décidé d'aller à droite. Ceux qui ne croient pas, donc je dis, j'ai utilisé pleinement mon libre arbitre. Ceux qui ne croient pas à tout ça vont dire, oui, mais c'était déjà décidé d'avance que tu n'allais pas choisir à gauche et que tu allais aller à droite. Donc, impossible à savoir si le libre arbitre véritablement existe. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, aucun point de vue. Peut-être, je dis bien peut-être, et c'est souvent le cas quand on a ce type de débat, que la vérité est peut-être entre les deux. Et moi, je considère que plein de voies existent, elles sont déjà créées, toutes ces voies sont déjà créées d'avance, et que certaines voies sont plus lumineuses. Et bah, comme un papillon, on va droit vers ce qu'il y a de plus lumineux. Maintenant, si on va voir le voyant, eh bien, le voyant va dire peut-être que ah, là, c'est lumineux, mais derrière, c'est un piège, un peu comme les attrape-insectes, là. Ah, c'est joli, oh, quelle jolie lumière bleue, on y va, ça a l'air beau, grillé. Le voyant, il est censé dire, là, cette lumière bleue, là, cette belle lumière que tu crois que ce que tu as créé, aller vers ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Quand je dis lumineux, c'est la voie qui est lumineuse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a créé ce chemin, n'est pas bon. Ah, n'est pas bon. Et j'en fais quoi alors? C'est là où intervient un autre facteur qu'on appelle la guidance. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion de guidance. La voyance, c'est dire, ce chemin n'est pas bon. Choisis un autre. Alors peut-être des fois on va dire, il y a un autre chemin, il est comme ci, il est comme ça, essaye d'y aller. Essaye. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir y arriver. La guidance, c'est l'accompagnement. C'est dire, premier chemin pas bon, là, essaye, mais je vais t'aider. Quels sont les éléments que tu peux mettre en place pour sortir du chemin qui n'est pas bon au final et bifurquer et changer de voie? Ça s'appelle la guidance. Il y a une partie psycho dedans. Il y a une partie coaching dans la guidance. Okay? Ça, globalement, ça s'appelle la voyance. Les perceptions, vous l'avez dit madame, il peut y avoir des flashs, des clichés, des ressentis sur soi, etc. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est la voyance. Des questions sur la voyance? Donc, vous avez compris que le futur n'est pas complètement déterminé. Ah ben alors, on paye un voyant pourquoi alors? Bah oui, il y a même pas, le voyant, il est censé avoir le futur. Et oui, alors là, c'est un peu emmerdant, pardon du terme, mais le futur peut changer. Et oui, le futur peut changer. Heureusement, enfin, je considère qu'heureusement, on a quand même notre mot à dire et notre libre arbitre. Même quand ce n'est pas bon pour soi. Mais force est de constater que quand on fait une prédiction, tu vas aller en vacances au Brésil. D'accord. Ah bon, je n'avais pas prévu d'aller au Brésil. Je me posais la question de savoir où aller. Non, je ressens vraiment le Brésil sur toi. Et puis finalement, quelques temps après, la personne arrive et elle dit, non, finalement, j'ai regardé le Brésil, mais les dates ne correspondaient pas. Et puis, je suis parti au Paraguay. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? On s'est planté, le voyant il s'est planté? D'une certaine manière, oui. Vous avez vu des voyants se planter? Non? Il y en a tout le temps. Tout le temps.
Il suffit de prendre au début de la Coupe du Monde de foot ou au début des élections. La presse, elle va aller voir, elle va dire, elles vont aller voir plusieurs voyants en disant « Alors, qui va être le prochain président ?» Eh ben, c'est facile, aujourd'hui, Internet, on peut tout retrouver. Allez fouiller un peu, vous allez voir qu'au départ, Macron avait 0 chance. Personne ne disait Macron. Personne. Quand je dis personne, au tout début. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi? Que tous les voyants se sont plantés? Ah bah, ça devait être Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma mince alors. Ben, vous voyez? Donc, et ça, c'est retrouvable. Mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'il y a un voyant qui va dire Macron, et l'autre va dire Marine Le Pen, et l'autre va dire, il y avait qui d'autre? Je ne sais même plus, j'ai oublié, Mélenchon. D'accord? Donc, ah ben mince, alors on a 3 voyants avec 3 prédictions différentes. Ben, automatiquement, il y en a 2 qui se plantent, ou peut-être même les 3. Vous voyez qu'on n'est pas dans une science juste, exacte. C'est une perception d'instant. Donc, si vous avez ces perceptions et ces perceptions, elles sont justes, tant mieux. Alors, j'ai pris exprès l'histoire des élections ou des matchs de foot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une personne. Dans une élection, il y a un seul élu, mais il y a des millions de personnes qui votent. Et il suffit qu'il se passe quelque chose et ça peut changer. Prenons Trump. Il n'était pas censé gagner Trump. Il a eu, par miracle, une petite balle qui lui est passée à côté, sur l'oreille. Il était élu. Eh oui, ça a basculé. Le voyant, il est censé repérer ça. Il est censé repérer, ça va être, parce que c'était pas Biden, hein, de toute façon, bref. Mais ça doit être Harris, je crois, qui devait passer. On fait la photo d'instant, c'est Harris qui passe. Oui, mais ça, c'est les médias. Voilà. Oui, mais les médias, ils font la même chose. Hein. Ah bah, de toute façon, les médias, moi, ça me fait un peu rire parce que les médias, ils nous disent ils n'aiment pas les voyants, les médiums, mais qu'est-ce que font ces personnes-là? Par le biais de statistiques, comment on appelle ça là, de sondages. Voilà. Les sondages, vous avez vu, à chaque fois, ils sont à côté de la plaque. Mais ça influence d'une certaine manière. Donc, moi, c'est les sondeurs et aussi les traders, ceux qui travaillent dans la bourse, justement. Ils font quoi? Ils font de la voyance. Ils imaginent si une action va monter, si elle va descendre. Avec quoi? Avec quoi ils prennent... Qu'est-ce qui différencie un bon trader d'un mauvais trader? Ah, bonne question. C'est celui, donc pour ceux qui ne savent pas, le trader, c'est celui qui joue en bourse et qui va miser pour vous et qui va dire que prédiction haute, prédiction basse. Qu'est-ce qui va changer? C'est celui qui connaît le mieux sur le plan économique. Ah, sur le plan économique? Alors, sur le plan économique, celui qui connaît le mieux, c'est une analyse de données, nous sommes d'accord. Économiquement, c'est une analyse de données. Donc, qui est le plus fort? L'intelligence artificielle. Clairement. Non, mais aussi la perception. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va déterminer que c'est un bon trader? Ses propres perceptions. Avoir en intuition l'idée qu'il risque de se passer telle chose. Il risque de se passer un bouleversement. Il risque de se passer un effondrement de telle chose. Il risque de... On le savait, hein, je parlais des élections pour illustrer. Avant, donc, on faisait quoi pour améliorer un candidat qui était un peu en perte de vitesse, celui qui était déjà élu? On libérait un otage. Vous vous souvenez de cette période-là? On libérait un otage juste quelques temps avant. C'était le sauveur. C'était le sauveur. Après, il y a eu d'autres trucs. Il y a eu l'idée de défendre, c'est-à-dire de se mettre en chef de guerre. Chef de guerre, les gens votent pour lui. C'est comme ça. On est des moutons, on fonctionne comme ça. Donc, je reviens sur l'histoire de la voyance. Donc, la voyance, les traders, ceux qui font des sondages, ils font aussi une vision, ils essaient de visualiser sur... C'est pas une analyse qu'une analyse de données. Cette analyse de données est fausse. Oui? Pardon, mais l'idée du trader intuitif, est-ce qu'elle n'est pas un peu contradictoire avec l'expérience de la bourse dont vous avez parlé Si, le trader intuitif. La bourse,
je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, il n'y a rien qui tient la route. Hein. Bah, vous n'avez pas vu des actions qui se cassent la gueule ici, alors que parce qu'il y a un truc qui se passe au Brésil. Avant, on était liés à ça, c'est-à-dire que ce qui se passait à New York, au Dow Jones, je crois, là-bas, eh bien, si la bourse new-yorkaise baissait, bah, nous, on baissait automatiquement, alors qu'il y avait certaines entreprises qui n'étaient même pas liées aux États-Unis. C'était comme ça. Donc, il y avait des effets de levier comme ça ne tenait pas la route. Ce que je veux dire, c'est si la bourse, si la voyance de bourse se bloque quand il y a des mises en jeu, Oui. a priori, le trader qui joue son argent et celui des autres devrait bloquer aussi la voyance qu'il peut avoir. Ah, la voyance qui pourrait... Le trader, bah oui, malheureusement, ça finit mal pour les traders. Hein. En général, quand on gratouille un petit peu, ça finit mal pour les traders. L'information pourrait être bloquée d'après ce que Ah oui, elle peut être bloquée, oui, bien sûr qu'elle peut être bloquée. Mais il y en a quelques-uns qui arrivent à avoir certaines informations. Mais c'est toujours la même chose, c'est comme ceux qui jouent au casino. Ben, ils jouent au casino. Ah, j'ai gagné 500 € ce soir. Très bien. Tu peux me dire combien, au final, ça fait 10 ans que tu joues, combien tu as gagné ou perdu? Ah, bah, je suis à moins 5000. Ah, bah, donc, tes 500 € aujourd'hui, c'est bien, tu as gagné aujourd'hui, mais finalement, tu as perdu. Hein, comme dit l'adage, si vous voulez gagner au casino, ouvrez un casino. C'est exactement ça. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que sur le moment, si on prend le trader, on a l'impression qu'il a utilisé son intuition, il a gagné. Mais finalement, quand on fait un plan plus large, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il a eu une victoire là, mais il a eu deux défaites là, et puis finalement, il n'a pas tellement utilisé. Non, la voyance. Alors, je sais très bien qu'il y a certaines personnes, on en parle 2 secondes, que certaines personnes considèrent par rapport à la voyance que tout est déterminé, donc on pourrait, d'une certaine manière, avoir les numéros du loto. Bah, pourquoi pas? Bah, on le sait, ça. Vous dites, moi, si je dis que je suis voyant quelque part, la première... On aurait quelque chose à gagner, du coup. Oui, non, mais ce que je veux dire, la première réaction autour de vous, ça va être, ah, tu peux me donner les numéros du loto? Le truc classique, c'est rigolo, mais c'est ce que pensent les gens en réalité. Donc, d'abord, je leur dis, si moi j'avais les numéros du loto, peut-être que je les jouerais, mais vous avez peut-être entendu certaines personnes qui ont gagné grâce à leur intuition. Mais là, on n'est pas dans le cadre de la voyance ou de la médiumnité, on est dans le cadre de karma positif, d'une personne qui avait besoin à ce moment-là de quelque chose. Vous voyez ? Donc, c'est plus dans le cadre de la loi de cause à effet du karma qui a ouvert ça. Et parce que des médiums très évolués, quand je dis évolués, alors je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que les perceptions étaient accessibles à tous, qu'on était tous avec des capacités médiumniques. Je prends souvent l'image de courir. Tout le monde sait courir. Il y en a qui courront plus vite. Il y en a qui en feront profession. Et il y aura des champions de course qui seront médaillés olympiques, etc. Donc, en voyance et en médiumnité, il y a aussi, sur tout le temps, il y a certaines personnes qui sortent du lot dans le monde. Il y a certains médiums qui ont des facultés un peu plus marquées que d'autres médiums. Mais même ceux-là, rarement, ils ont les numéros du loto. Hein. Je ne l'ai pas vu encore pour l'instant. Donc, si c'était qu'une histoire de faculté d'être connecté et d'être le plus proche possible, pour reprendre l'image en disant on est proche, on est loin et tout, le plus proche possible de l'astral et des informations, eh ben, ils auraient les informations des numéros du loto. Ce n'est pas le cas. Par contre, s'ils ont un bon karma et qu'ils ont besoin à ce moment-là, arrivera un événement qui leur permettra de gagner. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. C'est moi, mais je crois qu'en fait j'ai réponse à ma question, mais c'est cette espèce de catégorisation de médiums ou de capacités plus ou moins élevées. Comment on s'explique ça en fait? Alors comment on s'explique l'idée qu'il y ait une différence d'un médium à un autre? Pour moi, uniquement lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec des facultés même artistiques, liées à un apprentissage qui peut se faire dans une vie passée. C'est du travail. Je sais que le mot est devenu un mot tabou aujourd'hui qui s'appelle l'effort,
Mais oui, c'est difficile, hein. Non mais c'est vrai, hein. Dans les nouvelles générations, le mot est effort, quoi, c'est quoi ce truc mais l'effort, c'est-à-dire l'apprentissage et se remettre à nouveau à apprendre et encore à apprendre et encore à apprendre, comme disaient certaines artistes, pour faire un geste précis, il faut le faire 10 000 fois. Ah ouais, 10 000 fois non, moi je le fais 5 fois, 10 fois, après... Bon, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un apprentissage avant et on revient avec certaines facilités. Mais même avec certaines facilités, prenons encore une fois le cas de l'artiste, prenons quelqu'un qui est très doué au piano, il y a des enfants, hein, vous mettez, ils ont l'oreille absolue, on leur fait quelques notes et ils savent naturellement là où appuyer. Mais même comme ça leur demande du travail. Ils vont reprendre les gammes, ils vont reprendre une dextérité. Sauf qu'ils iront 10 fois, 100 fois plus vite que quelqu'un d'autre. C'est la différence. Et bien c'est ça, c'est l'apprentissage qui se fait pour moi au fur et à mesure de vos incarnations. Mais j'accepte l'idée de ne pas croire à l'idée de vie passée. Médiumnité, maintenant. La médiumnité, c'est le contact avec le monde des défunts ou le monde de connaissance, c'est-à-dire guide, certains vont appeler ça ange, donc d'une connaissance qui va être non palpable, non physique, qui va venir passer des messages à travers le médium, soit pour le médium, soit que le médium va faire le relais pour le passer à une personne ici, présente, physique. Très bien. Donc, ce rôle-là, pour moi, est important. C'est-à-dire qu'il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est important pour les entités qui peuvent être bloquées, mais il est aussi très important pour les personnes ici. Notre rôle, je suis fier de faire ce rôle. Tout à l'heure, on en parlait avec Fabienne, qui est également médium. Elle est fière d'avoir ça, d'avoir travaillé ça, d'avoir développé ça, et parce qu'on est à notre place. On est véritablement à notre place. Et donc, ce rôle-là, eh bien, c'est tendre la main vers les autres, c'est faire le lien, c'est derrière tout ça, aider. Il y a l'idée de, à travers la transmission, d'amener quelque chose pour aider la personne. Quand c'est fait de cette manière, on est très fiers de pouvoir jouer notre rôle. Comment ça se passe? Comment les choses peuvent avancer? Eh bien, une entité va venir donner une information qu'on va transmettre. Prenons, et vous savez, il y a des habitués de la salle, donc vous avez vu toute forme de médiumnité. Prenons l'idée classique d'une entité qui va venir juste se présenter. Juste se présenter. Donc elle va dire « Bonjour ». Alors, sachez qu'une entité n'a pas de corde vocale. Elle n'a plus. Eh bien oui. Elle a un semblant de corps physique, mais on n'est plus totalement dans la matière. Je dis totalement parce qu'on est encore des choses rattachées. Mais elle n'a plus de corde vocale. Sinon, ça serait très simple. Hein. Je dis bonjour, je m'appelle Annie Martin, j'habitais au 32 rue de la Saint-Marie. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des vibrations qui sont émises. Des vibrations qui peuvent être sonores, qui peuvent être visuelles. Et des fois, la personne a besoin, pour se faire reconnaître ou pour marquer quelque chose, de donner des images. Je vous donne un exemple très précis. Ici, ça m'avait marqué, ça m'avait amusé. Il y avait une entité qui était courtier, qui était trader, justement. Comment annoncer ça, enfin, vibratoirement, comment faire presque en... Vous savez, le jeu où on dessine pour trouver ce qu'on est en train de vouloir dire, pour deviner un métier, etc. Trader, tu fais comment? Tu dessines des billets, une bourse, comment tu fais pour... Lui, il m'avait envoyé le mot portefeuille. Il m'avait envoyé portefeuille. Moi, portefeuille, j'étais parti sur l'idée du cuir. Oui, je vois un portefeuille, je dis peut-être que c'était quelqu'un qui travaillait dans le cuir, etc. Puis finalement, non, c'était un trader et il s'occupait de portefeuilles de clients. Voilà. Et il m'avait envoyé ça. Donc, des fois, les entités essayent d'envoyer des signaux comme ça pour se faire reconnaître avec des mots qui sont de leur propre langage, qui sont usuels, et le médium doit traduire ça. Oui, madame? Oui, vous avez vu un portefeuille? Oui, je l'ai vu. Alors, vous avez une image
Alors, oui, ça va beaucoup plus vite que ça. Je peux voir, ressentir. Oui, c'est pas toujours des flashs, ce sont des images qui se superposent les unes aux autres. C'est un calque, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. En général, ça va aussi vite que ça. Vous voyez les couleurs? Ça peut être, bien sûr, oui, là, par exemple. Mais est-ce que lui, l'entité, a voulu m'envoyer le portefeuille marron? Moi, je l'ai vu marron. Mais peut-être qu'il n'a pas envoyé portefeuille marron. Ça peut être mon interprétation qui va... Parce que j'ai mon catalogue. Mon catalogue, portefeuille, il le voit plutôt marron. Pourquoi? J'en sais rien. D'accord? Donc, et en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas exactement les mêmes clichés d'un médium à un autre. On peut parler peut-être portefeuille, bourse, etc. On va savoir que l'autre médium, peut-être qu'il va avoir des billets. Parce que l'entité va essayer d'envoyer plein d'images. Ou va le dire, va répéter. Mais on n'est pas dans un métier classique. Vous voyez, ou va montrer des images, peut utiliser d'autres choses aussi. Hein. Je ne sais pas, un cordonnier peut... il doit avoir une histoire de cordonnier parce que je l'ai depuis tout à l'heure. Donc, il y a un cordonnier qui peut me faire sentir la colle de chaussures. À l'époque, ils utilisaient des colles pour coller ça. Donc, voilà, c'est pour se faire reconnaître, c'est quelque chose d'usuel. À chaque fois qu'il rentrait sûrement dans sa cordonnerie, le cordonnier, il sentait cette odeur, donc c'est quelque chose d'usuel. Donc il peut nous envoyer une odeur, un goût, un ressenti, effectivement. Ça, c'est l'entité pour se faire reconnaître, mais qui dit juste « Coucou, je suis là ». Ah, c'est génial, mon grand-père était cordonnier, effectivement, il avait sa petite boutique, effectivement, à chaque fois quand j'étais petite, je rentrais, ça sentait la colle, et lui, ça l'amusait, oh là là, c'est super. Et bien moi, le médium, il va dire, il vient là, il vient marquer sa présence, il fait coucou, des fois il y a un message mais très classique, très généraliste, mais ça fait du bien de se dire, mon grand-père est venu, je m'y attendais pas, le médium ne pouvait pas deviner que ce qui m'a marqué le plus dans mon enfance, c'était l'odeur de la colle. Et il m'a donné cette odeur de colle et peut-être un prénom ou une lettre qui va avec. Ah, ça m'ouvre à des perceptions sur le monde de l'astral, le monde qui est censé être le monde des défunts, et je le vois peut-être différemment. Donc mon rapport peut-être à la mort, à ma propre mort ou à la mort des gens qui sont autour, peut bouger, peut évoluer. Et oui, c'est dans ce sens-là où ce rôle-là est important aussi pour le médium. Pour les personnes qui sont ici présentes. Des fois, ça évoque ou ça éveille un intérêt et on peut aller se dire, certaines personnes, comme Aram, disent que c'est accessible à tous. Pourquoi je n'essayerai pas de le travailler? Mes perceptions. Ah tiens, moi aussi je commence à avoir des perceptions. Et puis au quotidien, dans mes relations avec les autres, eh bien, j'ai un peu d'intuition, j'ai un peu de voyance, j'ai un peu de ci. Donc, on n'est pas obligé d'en parler. De toute façon, le mot intuition passe. Aujourd'hui, ça passe. Hein. Si vous dites j'ai de l'intuition, ça passe. Si vous dites j'ai de la voyance, ouais, là, bon, tout de suite, on le met dans la catégorie professionnelle. Ouais. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont les messages qu'on peut passer. Et puis, il y a des messages qu'on peut passer qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas eu le temps de dire. Donc ça, c'est super important. Il y a des fois des décès rapides, des suicides, où on n'a rien laissé. Donc, ça fait du bien de savoir que la personne va bien. Ou ça fait du bien de dire, mais non, mais je pense à toi. Ou j'ai laissé un mot, mais au final, je sais pas, j'ai mis le feu à la maison et puis le mot a brûlé. En fait, ce sont aussi des messages pour les personnes ici présentes. Le rôle du médium, je vous l'ai dit aussi, c'est aider les entités. Alors on aide une entité comment? On aide une entité bloquée, coincée, qui n'a pas rejoint son plan. C'est ce qu'on appelle les fameux libérateurs d'âme, les passeurs, etc. Pensez ce que vous voulez. Pour moi, tous les médiums sont passeurs d'âme. Tous, sans exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passeurs d'âme sont médiums. Ok, enfin, donc, oui, c'est une réalité. Et bon, ça va avec. J'ai jamais vu un médium. Un médium peut dire, moi, je suis pas voyant. Quand tu grattes, il est voyant. Un voyant peut dire, je ne suis pas médium. Quand tu grattes,
il y a une peur qui peut rentrer par rapport au monde des entités, etc. Mais il perçoit des choses qui ne sont pas que de la voyance. Il perçoit des informations qui peuvent être liées à une personne défunte. Donc, tout passe par le même canal vibratoire. Coronal, vous le savez, le chakra aux 1000 pétales, le puits, ça arrive là et c'est traduit au niveau du troisième œil. Le fameux chakra du troisième œil, ce fameux décodeur qui peut de temps en temps se planter, qui peut mal décoder. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Et donc pour aider une entité coincée, bloquée, eh bien, c'est le rôle du médium. On va faire ce qu'il faut pour qu'il rejoigne son plan, pour que son évolution puisse continuer. Il faut arriver à son plan pour que l'évolution puisse redémarrer. Le cycle d'incarnation, réincarnation, il faut arriver sur ce plan. Si on est coincé, qu'est-ce qui coince une entité, à votre avis? Vous connaissez certaines histoires. Qu'est-ce qui peut coincer une entité? Les accidents. Une mort brutale, oui, c'est-à-dire auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Donc, des fois, ils restent sur place. Ils suivent même leur corps. Et des fois, ils assistent à leur enterrement. Alors, c'est ça qui est assez fou. Des fois, tu es là, tu es médium, tu dis tu sais que tu es mort? Il dit non, ce n'est pas moi. Il y a le nom qui est gravé. Hein. C'est un homonyme. Ah, il y en a qui, jusqu'au bout, hein. C'est tellement frappant, tellement jusqu'au bout. Ça met du temps. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont rejeté la lumière, qui ont dit non, c'est pas moi. Quoi d'autre? L'attachement à la matière, oui, beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de dire ça. Je ne veux pas quitter tel lieu, telle personne. Ma vie n'est pas terminée, surtout pas terminée. J'ai pas eu le temps de faire ça. C'est pas le moment. Donc tout ça, ça bloque effectivement, ouais. Les gens qui ne croyaient pas à ça peuvent rejeter la lumière, mais c'est rarement long. Ouais, parce que il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça. Beaucoup. Hein. Et ce qui est d'ailleurs, on parle de croyance, quelqu'un qui croit, qui est hyper catho, va retrouver des symboles catho là-haut. Quelqu'un qui ne croit pas, il va peut-être se retrouver dans un... C'est rare qu'une entité vienne vous dire « Ah là là, je me suis planté tout au long de ma vie. » Il y en a qui vont dire « Non, je n'y croyais pas. » Bon, là, c'est un peu troublant. Mais souvent, une entité vient nous dire « De toute façon, je n'y crois pas. Vas-y, dis-lui ça. Je n'y crois pas. » Ah, je lui ai dit. Ça l'étonne. Mais il peut revenir quelque temps après en disant « De toute façon, je ne crois pas à tout ça. C'est un rêve. Tu es en train de me flouer, c'est un rêve. » Donc ceux qui ne croient pas considèrent souvent que c'est le message, ce qu'on est en train de faire est un rêve. Et donc des gens qui sont bouddhistes vont retrouver des symboles bouddhistes. Alors c'est ça où quand on va leur demander de décrire l'astral, vous allez avoir des milliards de descriptions possibles. Milliards. C'est leur point de vue. C'est pas ce qu'on appelle les égrégores? Non. Les égrégores est un cumul de pensées multiples pour aller dans une direction. Quand vous pensez à la zone israélo-palestinienne où c'est le conflit, envoyer des belles images là-bas ou de belles pensées. Si on est seul, on envoie. Si on est 1000 ou 10 000, ça aura plus d'impact. C'est ça l'égrégore. C'est cette énergie. Mais ça n'a pas d'influence par rapport à l'astral? À la mort, quoi. Alors, si. C'est-à-dire que si la personne est bloquée, le fait d'avoir des belles pensées pour l'élever va jouer, bien entendu. Il y a aussi une autre chose par rapport aux égrégores, ce sont les personnalités. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée j'ai oublié le nom voilà, mais la femme, j'ai oublié, Laetitia. De Laetitia Hallyday. Et donc, Johnny... je ne l'ai jamais eu personnellement, je ne l'ai jamais rencontré et je ne l'ai pas eu en contact. Mais ce sont des personnes qui sont sans cesse sollicitées parce qu'on pense à eux, constamment. Même les anciennes stars, hein, comme Elvis Presley, leurs disques tournent, on parle d'eux, on fait des films sur eux. Donc en fait, le fait de penser fait que leur énergie ne s'est pas estompée.
Vous comprenez? C'est comme une lumière et au final ça finit par une toute petite lumière. Et bien là, le fait de penser fait qu'il y a toujours de la lumière, donc ça communiquera beaucoup plus. C'est donc dans l'idée de l'égrégore, le fait des pensées multiples agit aussi dans ce sens-là. Donc il y a certaines personnalités qui aiment bien parler de là-haut, hein, mais qui aimaient déjà bien parler de leur vivant. Voilà. Donc ça, on peut les capter. Oui. Le chagrin aussi, le chagrin d'entourage, Oui. Alors oui, d'une certaine manière, c'est lié à l'attachement. C'est-à-dire qu'on est attaché à la personne qui a du chagrin, et c'est pour ça que l'entité ne part pas. C'est pour ça qu'on dit, essayez de ne pas avoir de chagrin. C'est pas le fait que le chagrin empêche, c'est le fait que l'entité considère que tu as du chagrin, donc je n'ai pas envie de partir. Donc c'est l'attachement à la personne qui a du chagrin. Vous voyez? C'est pour ça. Ah, qui peut retenir l'élévation, oui. Qui peut retenir l'élévation. Oui, mais... Une question qui vraiment... Attendez, pardon, non, c'est moi. Une question qui revient souvent. Oui. Est-ce que les médiums se reconnaissent entre eux? Est-ce que les médiums se reconnaissent entre eux? En fait, quand on est en perception, comme ça, c'est-à-dire si je suis ici, et moi le premier, et j'ai pu transmettre des fois des informations en disant vous avez cette perception, mais c'est une info d'instant. Moi, on me l'a fait aussi quand j'étais à votre place, d'autres l'ont fait. Mais c'est quand on est en perception. Il faut savoir que c'est un état de conscience modifié. D'accord? Donc, si vous me demandez, je suis en train de marcher dans la rue, si je repère les médiums, non. Non, c'est un état de conscience modifié qui va permettre d'avoir... Une interaction, quelquefois. Une interaction avec le médium? C'est-à-dire qu'on est en interaction avec quelqu'un et on peut percevoir que cette personne a des capacités. Ah oui, on peut être en interaction, on peut percevoir que cette personne... Mais encore une fois, c'est pas facile à dire. Donc on ne le dit pas, puis il y en a beaucoup qui ne font pas profession de ça, et qui l'ont. J'ai plein de personnes qui... je pense toujours à ça, parce que c'était des kinés, des ostéos qui touchent. Tous ceux qui sont dans le toucher, des infirmiers, des infirmières, qui sont dans le soin, qui touchent, pouf, d'un fois, hop, une information qui arrive, on ne sait pas trop quoi en faire, hein. Donc on essaye, mais moi j'ai eu des gens comme ça dans la profession médicale où ils sont dans le toucher, et ils viennent me dire je fais quoi moi pendant que je suis en train de masser, qu'il y a une entité à côté qui me parle, j'en fais quoi? C'est pas l'endroit. Donc des fois il y a certaines personnes qui sont ouvertes, et puis d'autres on va dire il est un peu loufoque. Les coiffeurs, il y en a plein. Il y a plein de coiffeurs médiums, plein. Ils sont en train de coiffer, ils disent oula, bon, c'est plein, mais ils n'osent pas le dire. Si vous ressortez avec la coupe de votre grand-mère, c'est que la personne a été un peu trop en contact. Mais c'est vrai, il y a plein de coiffeurs, plein de coiffeurs qui ont ces perceptions. Il y a tout ce qui est dans le contact, dans le contact touché. Donc, pourquoi développer tout ça? C'est une question aussi qu'on évoque. Pourquoi développer ces capacités? J'ai envie de d'abord vous dire pourquoi pas, si vous les avez. Encore une fois, c'est une question que je pose souvent quand les gens viennent me voir pour dire j'ai envie de travailler mes facultés. Et je dis, pourquoi faire? Je leur pose la question. Qu'est-ce qui vous pousse à ça? Alors la réponse qui revient souvent, c'est pour aider. Pour aider, oui, je l'entends, très bien, pour aider les autres, etc. Pourquoi pas? Très bien. Mais pour soi aussi, et j'ai pas encore l'idée d'une personne qui dit moi c'est pour gagner au loto, mais ça peut arriver. C'est pas grave. En fait, le fait d'obtenir des choses, même sur le plan de la matière, n'est pas gênant. C'est le fait d'y rester avec l'idée d'utiliser cet outil pour un gain qui n'est pas bon. Je dis pas de vous empêcher d'utiliser vos perceptions sur la matière. Si vous les avez, utilisez-les, d'accord? Mais si c'est pour un gain et que vous recherchez sans cesse le gain, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous rattrape? Le karma. Eh oui, il y a des règles là-dedans aussi. Eh oui. Comment? Ah non, mais trop de gains, ce n'est pas bon. Nous sommes complètement d'accord avec ça. Après, je sais
qui a l'idée du voyant. Voyant rime avec argent, ok, très bien. Oui, des fois, c'est vrai. On va pas dire l'inverse. Toutefois, sélectionnez, trouvez. Il y a, comme chez les garagistes, ce ne sont pas tous des voleurs. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Non, mais c'est une vérité, parce qu'il y a toujours l'idée de tout ça. Il y en a qui utilisent ces facultés pour transmettre, pour faire le bien. Ce ne sont pas toujours les personnes qui montrent ou qui démontrent qu'ils ne prennent rien, qui ne prennent pas d'argent, qui ne prennent pas ci, etc. Faites attention à ça. Vous savez, dans notre monde, c'est terrible ce que je vais vous dire. Mais quelqu'un qui va dire non, mais venez, c'est gratuit, on se méfie. C'est vrai, hein. La réalité, c'est venez faire un petit test gratuit. Qu'est-ce qui cache derrière? Bah oui. Donc faites attention à tout ce qui semble être un peu comme ça, gratuit, même sur les réseaux sociaux. Je vois plein de trucs passer, un tirage gratuit, un tirage machin, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc faites attention à tout ça. Bon, il y a des gens qui le font vraiment de cœur et gratuitement, il y en a. Je voulais savoir si vous étiez plus porté en salle quand vous êtes... parce qu'il y a plus de personnes que... Il m'a été entendu dire et puis aussi constater que parfois les voyances chez le médium sont, comment dirais-je, je dirais pas de moins bonne qualité, mais moins probantes que les messages qui sont donnés en salle. En fait, non, il n'y a pas de règle. C'est tout simplement ici, vous êtes dans un lieu déjà propice à la communication, c'est-à-dire bizarrement, là-haut, dans l'astral, ils ont notre adresse. Ils savent, en rigolant bien sûr, mais ils savent que dans ce lieu-là, il se passe des choses, donc ils ont plus facilité à venir dans ce lieu-là pour transmettre des messages. On a une quarantaine de personnes, sur 40, il y a des entités, vous en avez peut-être plusieurs, il y en a qui ne viennent pas avec des entités, donc la probabilité effectivement de communiquer avec une entité est plus grande quand il y a plus de monde. D'ailleurs, souvent quand on fait un test ici, De la quantité, je parlais de la qualité. Oui, mais dans la quantité joue aussi. Et la qualité, pas forcément. Non, très sincèrement, pas forcément. Simplement, de temps en temps, l'entité ne vient pas. Là, ici, si on est avec une personne et l'entité ne vient pas, on passe à une autre. Là, quand vous êtes en cabinet, si l'entité n'est pas disponible ou ne vient pas, on fait quoi? On va faire de la voyance. Ou on passe par un autre relais qui est notre guide, qui nous passe des messages. Mais on n'est pas en contact direct avec l'entité. Le guide, il a accès à quoi? Il a accès au CV. Moi, j'appelle ça à la page Wikipédia. Le guide. Le guide a accès à ça. C'est-à-dire qu'il pourra vous dire, il a fait telle profession, tel machin, mais il ne pourra pas aller en profondeur. Ça sera du superficiel. On reconnaîtra l'entité, mais ça sera du superficiel. Et il y a certaines entités qui ne se présentent pas. Hein. Il y a des entités aussi qui sont parties depuis très longtemps, qui ne se présentent pas, et d'autres qui, tout à l'heure on a parlé de la croyance, de la foi, il y a dans certaines croyances, communiquer avec le monde, depuis l'astral avec le monde des vivants est interdit, ou l'inverse. Donc ils ne veulent pas. Il n'y a pas toujours des bonnes entités. Hein. Ah non, mais il n'y a pas toujours de bonnes entités. Ah oui. Il y en a qui cherchent à nuire aussi. Bien sûr, il y a... Vous prenez... Comment vous faites le tri? Vous prenez... comment on fait le tri, c'est difficile. Mais vous prenez l'image de ce qui se passe dans notre monde, vous le calquez dans l'astral. Exactement la même chose. Vous avez des gens pourris, je suis désolé, et des gens plus évolués, plus sympathiques, plus accueillants, plus dans la bienveillance, etc. Exactement la même chose. C'est pas parce qu'on fait le relais, on arrive dans l'astral, que... Ah ouais, on est dans l'astral, super, donc je vais être bienveillant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour la majorité des énergies basses, elles sont un peu comme dans un sommeil. Donc, elles ne se rendent même pas compte de tout ça. Il n'y a pas cette prise de conscience. Il y a quand même l'idée d'une forme de jugement. Mais
Je ne peux pas vous amener de preuves vis-à-vis de ça. Donc ça, moi, je suis très, très, très factuel. Donc c'est toujours délicat. Je vous donne juste mon point de vue. Il y a quand même l'idée d'une évaluation de votre âme, une fois par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Mais c'est juste un constat en disant, bon voilà. Et après, des fois, la majorité des entités et des âmes l'oublient et sont rappelées par la matière, par l'attrait de la matière. Donc reviennent. Et donc, c'est pas... Une fois, il y a quelqu'un qui était persuadé qu'arrivé dans l'astral, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je dis d'accord, mais alors le médium, comment il fait le tri? Bah oui, si tout le monde est beau et tout... Des fois, vous reconnaissez la personne parce que c'était... Excusez-moi. Un sale con. Bah oui. Ah bah il va venir, il va dire bah moi j'étais comme ça, bah, donc le médium va dire ouh c'était quelqu'un qui n'avait pas des valeurs extraordinaires. Donc, et vous le reconnaissez. Peut-être c'était même quelqu'un que vous aimez, parce qu'il y a des gens qu'on aime et qui bah, pas terrible, humainement. Bah, ça arrive, hein, c'est lié à la famille, c'est un attachement, etc. Bah, c'est comme ça qu'on les reconnaît. S'ils sont tout beaux, tout gentils de là-haut, on va dire bah non, c'est pas lui. Il a donné le prénom, mais non, ça ne correspond pas, il n'était pas du tout comme ça. Et oui, on le reconnaît aussi par son parcours de vie, ses qualités, ses défauts. Oui, monsieur. Vous qui êtes un médium quand même de longue date, comment vous expliquez que certaines personnes sont des très bons médiums pendant une grosse partie de leur vie et que la plupart tournent mal quand ils obtiennent le succès ou ils passent dans les médias? Ah. J'ai connu au moins 4-5. Oui. Comment alors, comment je vais reprendre cette... Sachant qu'ils sont des gens quand même qui ont un parcours assez spirituel. Quoi. Alors, comment la question, c'est savoir de bons médiums arriver à un moment donné quand ils s'approchent des médias et qu'ils sont mis en avant et se détournent un petit peu de où ils sont moins bons ou se détournent. Ah oui, ils s'attachent à la matière. Ils s'attachent à la matière. Prenons une personne qui décide de rentrer en politique avec des valeurs saines, de défense du prochain, des valeurs d'égalité, il grimpe. Arrivé au sommet, qu'est-ce qui va se passer? Il va se laisser avoir. C'est pour ça que je ne mets, pour moi, aucune personne en politique dans le monde entier qui a des valeurs spirituelles. Cette personne en a peut-être eu au départ, mais n'en a plus. Parce que d'abord, on est obligé de faire des compromis, on est obligé de baisser la tête, etc. Chez les médias, effectivement, l'attrait du succès, les médias font que on peut avoir la tête qui tourne. Comme les artistes. Moi, je viens d'un univers du monde artistique. J'en ai connu qui ont eu la tête, qui ont très très vite tourné. J'en ai accompagné. On arrive à Cannes, tout est gratuit. On vient vous chercher, on vous ouvre la porte, les repas sont gratuits, vous êtes pris en photo, on vous offre une robe, on vous prête des bijoux, etc. Voilà. Des gens qui vacillent, il y en a beaucoup. Donc, c'est ça qui se passe. Après, je pense, peut-être que ce n'est pas le cas pour tous, mais que ces personnes-là n'avaient pas forcément des valeurs très spirituelles, avaient ces capacités, mais n'avaient pas le pied de plancher, le plancher des vaches. Et oui, c'est difficile. Mais encore une fois, je le dis, parce que j'ai vu des gens vriller dans d'autres secteurs qui avaient eu un parcours difficile, etc., arriver là-haut, vous êtes vénérés, je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce moment, les médiums, c'est un peu à la mode. Donc, il y en a qui sont mis en avant, vénérés, on les met comme des superstars. Donc, il y a un peu de ça. Et de perdre leur capacité. Perdre leur capacité, je ne l'ai pas vu. Perdre leur capacité, je n'ai jamais... Pour l'instant, j'ai vu des gens arriver à des hautes sphères et qui continuent leur voyance et leur médiumnité sans perdre leur capacité, parce que je sais que dans le collectif, dans la pensée collective, on peut se dire « Ah, si la personne déconne, on lui enlève son don », comme je l'entends souvent. Non, moi je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu des retours karmiques sur
On a besoin de notre corps physique pour pouvoir analyser. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand une vibration arrive, on prend notre catalogue. Notre catalogue, il est lié à notre cerveau. Notre cerveau est lié à nos facultés de cerveau. Si, comme j'ai pu le voir, pour certains, parce qu'il y en a qui sont bien tirés, c'est comme j'ai pu le voir, certaines personnes qui ont eu un AVC ne pouvaient plus faire de voyance et de médiumnité. J'en ai vu d'autres qui ont quand même réussi par la suite. Et du coup, c'est embêtant ça. Il n'y a jamais rien de définitif. Hein. Ça veut dire que nos neurones, elles partent aussi, plus on vieillit. Donc nos capacités de rapidité de cerveau se barrent un peu, s'en va. Donc ça veut dire que plus on avance en âge et on peut être moins performant. Il y a ça aussi. Mince. Comme dans tout. Hein. Comme dans tout. Donc en plus vraiment dans la voyance et la médiumnité, il y a une histoire de vitesse. Une info, plus une info, plus une info, plus une info. Donc si votre cerveau est plus lent, qu'est-ce qui risque d'arriver? L'analyse du cliché. Si on est dans l'analyse du cliché, parce que ce n'est pas remplacé par un autre qui vient encore amener une autre couleur, et bien quand on est dans l'analyse, on peut se planter. C'est pour ça. Comment? Oui, c'est lié au mental, oui, c'est complètement lié à notre cerveau, donc rien n'est définitif. Hein. Je voulais savoir si vous avez un guide ou plusieurs. J'ai plusieurs guides. Et c'est qu'un avis perso. Après, vous pourrez vivre vos expériences. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Quand je dis certains, c'est-à-dire d'autres médiums, il y en a qui considèrent avoir un guide pour toute la vie. Je considère qu'ils font des missions, ils viennent, ils partent, et j'en ai plusieurs. Et vous, est-ce que vous considérez que vous avez une mission? Non, je considère pas. Alors, si, je vais considérer que j'ai une mission, mais j'ai une mission personnelle, pas en lien avec les autres. Que tout ce qui est de l'ordre de la voyance, de la médiumnité, de tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, doit me questionner vis-à-vis de ma place. Là, à ce moment-là, je me dis, j'ai une mission d'évoluer personnellement, pas en lien avec les autres. Ça, oui. À ce moment-là, je considère que ma mission de vie, c'est d'essayer d'avancer. Mais pas au travers de... La voyance et la médiumnité n'est qu'un outil, comme le soin, par exemple. Vous faites de la voyance, de la médiumnité, vous aidez les autres, vous faites du soin, vous aidez les autres. Qu'est-ce que vous avez en retour? Du karma positif. Est-ce que ça vous fait évoluer? Non. Est-ce que ça vous fait évoluer? Non. Ça éveille en vous l'idée d'aller en quête spirituelle, en quête d'avancer. Vous comprenez ce que ça... Il y a une vraie différence. Hein. Parce qu'il y a l'idée d'effort dans l'évolution. Eh oui, il y a l'effort dans l'évolution. Alors que là, c'est un autre... Eh oui, il y a le fait de se remettre en question, de travailler sur... Et tout ça nous permet de savoir qu'il y a autre chose. À travers la voyance, à travers la médiumnité, on voit qu'il y a autre chose. Donc, ça va me conforter dans l'idée d'essayer de faire une quête intérieure. Et là, je rentre dans ma mission. Mais c'est exactement la même pour tous ceux ici, là, et pour tous ceux du monde. C'est-à-dire, la mission de vie, c'est d'évoluer. Voilà. Mais dès qu'on a des à-coups, dès qu'on voit des choses, ça nous donne plus envie d'essayer, en tout cas. Spirituellement? Ah oui, spirituellement. D'évoluer spirituellement. Les deux ne sont pas incompatibles, mais ce n'est pas la même quête. Il peut y avoir des êtres évolués qui réussissent dans la vie matérielle. Ce n'est pas incompatible. Par contre, la matière bloque quand même. Il faut quand même reconnaître, je ne suis pas en train de vous dire débarrassez-vous de tout, ça y est, allez, on va créer un truc, on va être comme les sadhus en Inde tout nus, etc., avec notre petit bâton, etc. Bon, ça existe, mais ce n'est pas ça. Je vais finir par ça. Mon enseignant avait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais disait, parce que comme aujourd'hui j'enseigne, mais j'ai eu un enseignant et j'ai toujours un enseignant. Ça veut dire qu'il m'apporte toujours quelque chose. Et il a dit, il n'est pas interdit d'avoir chez soi une robinetterie en or massif. Vous avez le droit d'avoir une robinetterie en or massif. Mais si vous avez peur qu'on vous le vole, ça, ce n'est pas bon. Vous comprenez?
C'est ça. C'est-à-dire, si vous créez une peur, vous mettez des caméras partout, etc. Là, non, là, vous n'êtes plus dans la spiritualité, vous n'êtes plus dans... et vous êtes complètement attaché à cette matière. Si vous les avez, vous les avez, c'est très bien. Et que vous les appréciez, c'est très bien. D'accord? Ça, vous avez le droit à ça. Heureusement, hein. C'est pas se dénuer de tout, hein. Il avait pris cet exemple extrême pour que les gens comprennent. Ne pas être axé que là-dessus. Ne pas être axé que là-dessus, parce que sinon, nous sommes esclaves de la matière. Déjà, nous sommes esclaves du temps. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, etc. Je ne suis pas exempté, hein, moi aussi, hein, j'ai plein de trucs à faire, il y a des choses. Ça ne se fait pas tout seul, malheureusement. On est dans un monde qui ne se fait pas tout seul. Vous l'avez vu. Hein, le repas ne se fait pas tout seul, même avec comme j'aime. Il faut quand même ouvrir la boîte, etc. Mettre la cling. Non, contrairement à ce qu'ils nous disent, ça se fait. Et puis après, il faut le mettre dans la poubelle et voilà. Ça ne se fait pas tout seul. Les impôts ne se font pas tout seul. Il faut aller, il faut le faire, etc. Et donc ça nous prend c'est chronophage. Ça nous prend vraiment du temps. Eh bien, la quête spirituelle, à travers tout cet esclavage de matière qu'on a, il faut trouver ce temps pour pouvoir le faire. Donc, je finirai par ce conseil, vraiment essayer de trouver ce temps pour pouvoir bouger, avancer, évoluer. C'est vraiment votre mission de vie. Et le monde des entités. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure, j'ai vu Fabienne, et quelque chose d'important qu'on ne dit pas souvent. Quand vous avez un rôle, c'est-à-dire que vous passez un message à quelqu'un, et donc la personne est heureuse que vous passiez ce message bienveillant et tout. Mais il y a aussi l'idée de l'inverse, c'est-à-dire qu'en faisant ce rôle, on vous donne une possibilité d'être à votre écoute là-haut. Ce ne sont pas eux vos esclaves, à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas vous obéir au doigt à l'œil, mais ils ont le fait d'agir comme ça. Vous avez des facilités dans votre matière. S'ils peuvent faire que le chemin s'écarte un petit peu plus, pour vous, ça ne veut pas dire le tapis rouge, hein. Ça veut juste dire, face à un obstacle, eh ben on va vous donner des clés. Vous allez être aussi aidé. Eh ben c'est génial. Donc vous faites un effort, on ne le fait pas pour ça, mais on fait un effort. Mais le fait de faire cet effort, vous êtes aussi observé de là-haut, et s'ils peuvent vous donner un coup de main, ils le feront. C'est essentiel, c'est hyper important. Merci à tous. On va faire une petite pause. Et puis, de la médiumnité. Donc, je ne vais pas prendre de photos. Je vais essayer en médiumnité directe. On fait une petite pause de 5-10 minutes. 10 minutes.